Ma fille m'a coupé de sa vie après le divorce, sans jamais entendre ma version de l'histoire. 8 ans plus tard, elle revient réclamer l'héritage. J'ai ri, et je lui ai dit de me débloquer pour lire le message que je lui avais envoyé des années plus tôt. Elle est partie comme si je n'avais jamais existé. Et quand elle est enfin revenue, ce n'était pas pour la raison que j'avais espéré pendant tout ce temps. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la pire des solitudes, c'est quand quelqu'un ne revient vers toi, que par intérêt. Bonjour Reddit. Je m'appelle David Langston. J'ai 56 ans aujourd'hui. Et si quelqu'un m'avait dit, il y a 8 ans, que j'écrirais tout ça, pas pour avoir de la pitié, ni pour tourner la page, mais juste pour m'en libérer, j'aurais ri au nez de cette personne. J'avais l'habitude de croire que le temps guérissait tout. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, tout ce qu'il fait, c'est révéler qui se souciait vraiment de toi. Il y a 8 ans, j'ai traversé un divorce brutal avec ma femme, Marlène. On avait été mariés plus de 20 ans. Elle avait 46 ans à l'époque, moi 48. On avait une fille, Emma, qui venait tout juste d'avoir 20 ans quand le divorce a eu lieu. Et quand la séparation est arrivée, Emma n'a pas hésité une seconde. Elle a pris parti, et ce n'était pas pour moi. Elle a bloqué mon numéro, a refusé de me parler, et les dernières paroles qu'elle m'a adressées avant de m'effacer de sa vie ont été: Maman m'a déjà tout dit sur toi. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus. J'ai essayé d'appeler, d'envoyer des messages, même des emails. Une fois, je suis resté des heures devant le dortoir de son université, juste pour voir si elle sortait, juste pour voir son visage. Elle a appelé la sécurité. Le message était clair. Reste loin. J'étais anéanti. Ce n'était pas juste le divorce. C'était l'effacement complet et brutal de la seule personne dont je pensais qu'elle me demanderait au moins, pourquoi. Mais elle n'a jamais posé la question. Aucune hésitation. Aucune ouverture à ma vérité. Juste le silence. La vérité, c'est que Marlène avait tissé une histoire parfaite. Dans cette version, j'étais le mari absent et égoïste, tellement absorbé par mon travail dans le bâtiment que je me fichais de ma famille. Et oui, je travaillais beaucoup. J'étais le seul à ramener de l'argent à la maison. Marlène s'occupait d'Emma, l'élevait. Et moi, j'étais fier de pouvoir leur offrir cette vie. Mais quand les tensions ont commencé, quand les disputes sont devenues fréquentes, il lui a été facile de retourner Emma contre moi. Elle avait toute l'attention. Et moi, je suis devenu le méchant. Sans procès. Sans défense. Juste une condamnation. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec ça. Je me suis concentré sur le travail. J'ai pris soin de ma mère, atteinte d'Alzheimer, qui déclinait de jour en jour. Elle est décédée il y a 1 an. C'était la seule famille qu'il me restait. Après l'enterrement, je suis resté seul au cimetière. Et là, j'ai réalisé. Je n'avais plus personne. Aucune main sur mon épaule. Aucune famille. Plus de filles. Et puis, il y a 2 mois, mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, j'ai entendu une voix féminine, hésitante, dire: Salut, papa. J'ai presque laissé tomber le téléphone. C'était Emma. Je n'avais pas entendu sa voix depuis près de 10 ans. Je ne l'ai même pas reconnue tout de suite. Elle était différente, plus mature, plus douce. Elle m'a dit qu'elle était tombée sur une publication en ligne annonçant le décès de sa grand-mère, et qu'elle voulait savoir comment j'allais. J'étais sous le choc. Je ne savais même pas qu'elle suivait encore quoi que ce soit de ma vie. Je l'ai remerciée pour l'appel et je lui ai dit la vérité, qu'elle m'avait manqué plus que les mots ne pouvaient le dire. Elle a dit qu'elle voulait me voir, parler un peu. On a fixé un dîner chez moi, le samedi suivant. J'ai nettoyé la maison comme si la royauté allait y entrer. J'ai cuisiné son plat préféré dont je me souvenais encore, des crevettes à l'Alfredo. J'ai même acheté des fleurs, pas pour elle, mais pour décorer la table. Je voulais que ça donne l'impression que j'avais encore des gens dans ma vie. Elle est arrivée à l'heure. Et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue pour la première fois en 8 ans, c'était comme si le temps s'était effondré. Elle ressemblait à sa mère, mais elle avait encore les traits de la petite fille que je portais sur mes épaules. J'ai retenu mes larmes et je l'ai prise dans mes bras. Le dîner s'est bien passé. On a parlé comme 2 amis un peu distants, pas comme un père et une fille qui se retrouvent. Mais j'étais reconnaissant pour ce moment. Sincèrement. Et puis, j'ai posé la question qui me restait coincée dans la gorge depuis presque une décennie.
Pourquoi? Pourquoi tu n'as jamais voulu entendre mon côté? Elle a baissé la tête et a murmuré. J'avais peur. Maman m'a dit des choses, et je l'ai cru. Je ne savais plus ce qui était vrai. Et au fond, je crois que je ne voulais même pas savoir. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle regrettait tout, qu'elle avait honte. J'ai voulu la croire. Mon Dieu, comme j'ai voulu la croire. Mais quelque chose sonnait faux. Finalement, la conversation a changé. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à reprendre contact maintenant. Et c'est là qu'elle m'a dit. Elle s'était fiancée quelques mois auparavant. L'argent manquait. Elle attendait que les avocats la contactent au sujet de l'héritage de sa grand-mère. Comme ça ne s'était pas produit, elle a décidé de m'appeler. J'ai essayé de ne rien montrer. J'ai simplement hoché la tête. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal de poser la question, mais qu'elle se souvenait que sa grand-mère lui avait dit que tout lui reviendrait, parce qu'elle était sa seule petite fille. Et elle voulait savoir si c'était toujours le cas. N'importe quoi que tu puisses donner serait déjà une grande aide, m'a-t-elle dit, avec un sourire nerveux. Le mariage sera grand. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Et voilà. Le coup de couteau dans le dos, lentement enfoncé. J'avais rêvé de ce moment, revoir ma fille, la serrer dans mes bras, redevenir un père. Mais dès l'instant où j'ai compris que, pour elle, je n'étais qu'un portefeuille sur pattes, quelque chose s'est brisé en moi. Je lui ai dit que l'héritage m'avait été transféré il y a longtemps. Que sa grand-mère avait changé son testament. Et que je comptais utiliser cet argent pour ouvrir un petit atelier de menuiserie. J'ai ajouté que, de ma poche, je pourrais peut-être donner quelques milliers de dollars pour aider un peu avec le mariage. Son visage s'est figé, comme une pierre qui coule dans un étang. C'est tout? Dit-elle. C'est tout ce que je peux offrir, ai-je répondu. Son ton changea, devint plus sec. Mamie m'avait dit que je recevrais tout. Et tu as aussi été la seule à ne plus jamais lui rendre visite après le divorce, répondis-je calmement. Elle commença à s'énerver. Tu prouves exactement ce que maman a toujours dit sur toi. Je ris, amer. Et toi, tu prouves exactement ce que je redoutais sur la raison de ton retour. Elle se leva, énervée. C'est incroyable. Je suis venu ici pour renouer, pour penser à mon avenir, et tu es égoïste. Non, répondis-je. Tu es venu ici pour voir s'il y avait de l'argent qui t'attendait. Elle me regarda, sans voix. Et c'est là que je lui dis quelque chose qui fit tomber ce masque de fausse culpabilité sur son visage. Si tu ne m'avais pas bloqué toutes ces années, tu aurais reçu mes messages. Tu aurais su pour la maladie de ta grand-mère. Tu aurais pu la voir une dernière fois. Et peut-être, juste peut-être, elle aurait tenu sa promesse envers toi. Elle resta figée, ébranlée. Quel message? Demanda-t-elle. Débloque mon numéro, lui dis-je. Elle le fit. Et je lui ai transféré chacun d'eux. Les messages où je la suppliais de me parler. Ceux où je lui racontais que sa grand-mère empirait. Le message où je l'invitais à lui dire au revoir avant les funérailles. Silence. Puis elle dit. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, répondis-je. Nous sommes restés là, en silence. Puis je me suis levé. Je ne te déteste pas, Emma. Je n'en serais probablement jamais capable. Mais, je ne te fais pas confiance. Et l'amour sans confiance, ce n'est pas de l'amour. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je levai la main. J'ai passé 8 ans à te regretter, à souffrir de ton absence. Même alors que tu étais encore en vie. Mais maintenant, ça suffit. Assez d'attente. Assez d'être le père de quelqu'un qui ne se souvient de moi que quand il est question d'argent. Elle est partie sans dire un mot de plus. Et je suis resté là, encore une fois, dans ma maison silencieuse. Seul. Mais enfin en paix. 3 jours après le départ d'Emma, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Marlène. Pendant une seconde, j'ai cru à une erreur. Je suis resté à regarder l'écran, voyant son nom briller comme un fantôme. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a rappelé le lendemain matin, puis encore ce soir-là. À la 4e fois, j'ai décroché. Pas par curiosité, mais parce que j'étais fatigué de fuir. Fatigué de les laisser écrire l'histoire pendant que je restais silencieux. David? Sa voix était prudente, presque douce. On peut parler?
Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre. Tu as raison, ai-je répondu. Silence de l'autre côté. Elle inspira profondément. Emma est rentrée bouleversée. Elle m'a tout raconté. J'ai failli raccrocher. Je ne voulais pas revivre ça. Je ne voulais pas entendre Marlène tordre la vérité une fois de plus. Mais quelque chose en moi a dit, écoute. Termine ça. Elle a dit que tu lui avais proposé de l'argent et qu'elle avait refusé. J'ai laissé échapper un rire ironique. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Elle fit une pause. Je sais. Je connais Emma. Je sais quand elle ment. Mais, ce n'est pas pour ça que j'appelle. Alors pourquoi, Marlène? Je veux m'excuser. Cela m'arrêta net. Pendant un instant, je n'ai rien pu dire. 8 ans trop tard, ai-je répondu. Je sais que sa voix tremblait. Je t'ai détruit. Et je me suis convaincu que c'était justifié. Que tu étais froid, distant, que tu ne tenais pas à nous. Que si je te faisais passer pour le méchant, ce serait plus facile pour Emma de rester avec moi. Alors tu l'admets? J'admets. J'étais en colère. Aigri. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Et je savais que si elle avait le choix, si elle entendait ton côté, peut-être qu'elle partirait. Elle serait partie, dis-je. Je ne l'aurais jamais montée contre toi. Je sais, murmura-t-elle. Je me suis adossé à la chaise, regardant par la fenêtre de la cuisine vers le jardin silencieux. Le vent passait doucement dans les arbres, comme il l'avait fait la nuit où Emma était venue. Tu sais ce qui a été le pire? Dis-je après un moment. Ce ne sont pas les mensonges. Ni la maison perdue ou la moitié de mes économies. C'était de voir ma propre fille m'effacer de sa vie, comme si je n'avais jamais existé. Comme si je ne l'avais pas élevée. Comme si chaque histoire du soir, chaque blessure, chaque matin de Noël, n'avait jamais compté. Je suis désolé, David, dit Marlène à voix basse. Vraiment. Je devrais me sentir vengé. Mais à la place, je me sentais juste fatigué. Je l'ai supplié de me voir. Pendant des années. Tu as dit que je la harcelais. Tu m'as menacé avec des avocats. Je sais, répondit-elle. C'est ce que je regrette le plus. J'ai fait d'elle une arme. Je n'ai pas pensé à ce que cela coûterait à long terme. Ni pour elle. Ni pour toi. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Pourquoi tu appelles vraiment, Marlène? Ça ne peut pas être juste de la culpabilité. Elle hésita. Emma pense toujours qu'elle mérite quelque chose. Elle croit que ta mère lui a promis l'héritage. Et elle l'a promis, répondis-je. Avant le divorce. Avant qu'Emma ne m'efface de sa vie. Avant d'ignorer 8 ans de messages et de débarquer ici les mains tendues. Je sais qu'elle t'a blessé, dit Marlène. Mais elle reste ta fille. Non, dis-je, calmement. Elle est ta fille. Tu l'as élevée pour croire que j'étais un monstre. Et maintenant tu veux que je finance son mariage, avec un type qui n'a probablement jamais bossé à temps plein de sa vie. Marlène resta silencieuse. Je lui ai proposé de l'argent. Je lui ai offert plus que ce qu'elle méritait, après tout ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas une question de justice. C'était une tentative de voir s'il restait, quelque part, une parcelle de cette petite fille. Mais il n'en restait rien. Je ne veux pas que ça se termine comme ça, dit-elle. Tu vas le regretter quand tu seras plus vieux. J'ai ri, amèrement. Tu crois que je ne regrette pas déjà depuis 8 ans? Emma m'a demandé de te parler. Elle dit qu'elle est désolée. Qu'elle était immature, qu'elle a fait des erreurs. Elle s'est tue un instant. Puis a continué. J'ai tout déformé. Elle l'a déjà dit, ai-je répondu. Mais, pardon, ne reconstruis pas 8 années. Pardon, n'efface pas le silence. Pardon, ne transforme pas la manipulation en amour. Elle reste ton sang, David. Je me suis levé et je suis allé vers la vieille armoire de ma mère. Celle où Emma se cachait quand on jouait à cache-cache. Je l'ai regardée longtemps. Tu sais ce qui fait le plus mal, Marlène? J'aurais tout donné pour elle. Pas seulement de l'argent. Mon temps. Mon amour. Mon pardon. Je l'ai attendue. Mais maintenant qu'elle est revenue, j'ai compris. Elle est venue pour l'argent. Pas pour moi. Elle te manque, David.
Non, ai-je répondu. Ce qui lui manque, c'est ce que je peux lui donner. Un long silence s'ensuivit. Elle est anéantie, dit Marlène. Moi aussi je l'ai été, répondis-je. Un autre silence. Et puis elle dit quelque chose qui me prit au dépourvu. Je ne veux pas d'argent pour elle. Je veux juste savoir, tu la hais? Non, répondis-je avec sincérité. Mais, je ne la connais plus non plus. Et la version d'elle que j'ai vue la semaine dernière. Cette femme-là ne m'aime pas. Elle aime ce que je représente. Une opportunité perdue. Une solution financière. Un nom pour signer le chèque. J'ai soupiré. J'en ai assez d'être utile seulement quand ça arrange. Et sur ces mots, j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Sans expéditeur. Juste mon nom, écrit à la main sur l'enveloppe. À l'intérieur, une photo d'Emma à 5 ans, assise sur mes épaules, souriante, ses couettes volant au vent. Avec la photo, un court billet. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Mais tu as été le meilleur père que j'aurais pu avoir. Et je suis désolé de ne pas l'avoir compris plus tôt. Aucune demande d'argent. Aucune mention du mariage. Juste ça. J'ai posé la photo sur la cheminée. Mais je ne l'ai pas appelée. Pas par colère. Pas par vengeance. Mais parce que, enfin, j'avais compris une chose. Pardonner ne veut pas dire revenir en arrière. Et parfois, s'éloigner est la seule façon de guérir. Mise à jour. Le mariage de ma fille a eu lieu hier. Je n'y suis pas allé. L'invitation est arrivée 2 semaines avant. Blanche, élégante, avec des lettres dorées. Aucun mot personnel, aucun message écrit à la main, seulement mon nom dans un coin, comme s'il s'agissait d'une formalité plutôt que d'une véritable invitation. J'ai pensé y aller. Pas pour lui donner ma bénédiction, mais pour la regarder dans les yeux et essayer de retrouver, derrière la robe blanche, un fragment de cette petite fille qui courait dans le jardin en m'appelant son déraut. Mais en vérité, cette tentative avait déjà eu lieu. Et ce que j'y ai trouvé, c'était le reflet de ce que j'étais devenu pour elle, un souvenir utile, une ressource financière, une figure du passé qui ne réapparaît que lorsque le portefeuille est vide. Alors j'ai décidé de ne pas y aller. Le matin du mariage, je me suis levé tôt. J'ai fait du café, arrosé les plantes, lu le journal. Comme je le fais chaque jour depuis que j'ai appris à vivre avec la solitude. Pour une raison que j'ignore, j'ai mis la chemise bleue qu'Emma disait toujours me donner un air de super-héros. Je me suis regardé dans le miroir, je suis resté là quelques minutes. J'ai vieilli. Pas mal vieilli. Vieilli comme quelqu'un qui a survécu à tout ça. L'invitation était encore sur la table du salon. Fermée. Intacte. Comme ma décision. D'après le carton, la cérémonie devait commencer à 17h. À 17h pile, j'étais assis sur la véranda, un verre de vin à la main, regardant la fine pluie tomber. Ce genre de pluie qui, autrefois, faisait courir Emma dans mes bras quand elle était petite. Et maintenant, elle semblait simplement m'enlacer en silence, comme pour me dire, tu as bien fait. Je ne suis pas allé au mariage de ma fille, et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal. J'ai compris que le pardon n'est pas une porte ouverte. C'est un processus intérieur, un choix qu'on fait pour ne plus porter le poids de la rancune. Et j'ai pardonné Emma. Pas parce qu'elle me l'a demandé. Mais parce que j'ai décidé de ne plus porter la douleur de ne pas être écouté. Mais le pardon ne reconstruit pas un foyer. Il ne fait pas revenir le temps. Il n'ouvre pas les portes d'une cérémonie. La semaine précédente, elle m'avait envoyé un message. Court. Froid. J'espère que tu vas bien. Je comprendrai si tu ne viens pas. Pas de « papa ». Pas de « tu me manques ». Cette phrase disait tout. Elle s'attendait déjà à mon absence. Peut-être même qu'elle la préférait. Marlène n'a rien écrit, mais je sais qu'elle était là. Elle l'a toujours été, depuis le jour où elle a décidé que ma version de l'histoire ne comptait pas. Certains me jugeront. Diront que le sang, c'est sacré. Que le rôle de père est pour la vie. Mais être père n'est pas un titre automatique. C'est une présence. Une constance. Une mémoire vivante. Et j'ai été tout ça. Pendant 20 ans, j'ai été un refuge, des bras ouverts, des histoires avant de dormir. Et puis, j'ai été effacé.
Comme si je n'avais jamais existé. Hier, pendant qu'elle disait « oui » à une nouvelle vie. Moi, je disais « non » à une ancienne blessure. Non, au rôle de figurant dans un scénario où j'ai été le personnage principal. Non, à l'illusion qu'une invitation impersonnelle puisse guérir des années de silence. Non, à l'idée que mon amour doit constamment être mis à l'épreuve pour être légitime. Pardonner ne veut pas dire revenir en arrière. Et parfois, la seule façon de guérir, c'est d'avancer. Seul. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est une leçon puissante sur l'amour, le pardon et les limites. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de reconnaître quand une relation, aussi profonde soit-elle, ne nous fait plus de bien. Être père, ce n'est pas qu'une question de sang, c'est une question de présence, de respect, d'échange. Et le pardon, le vrai pardon, ce n'est pas permettre qu'on vous blesse à nouveau, mais se libérer de la douleur. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Seriez-vous allé au mariage? Auriez-vous pardonné? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre avis. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.